ce gouvernement essaie de nous faire croire qu'il faut s'attaquer au régime de retraite parce qu'il y a un déficit. Alors, des chiffres déjà ont été cités, je vais en citer simplement deux. Depuis 1992, il y a 257 milliards d'exonérations de cotisations patronales, dont 30 milliards non compensés par l'État. De 1980 à 2006, la baisse des cotisations patronales a été de plus de 4%, ce qui représente un manque à gagner de 17 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on met en relation ces simples chiffres, eh bien, il apparaît très clairement que le prétendu déficit n'est que la conséquence du pillage du salaire différé. Le prétendu déficit n'est que la conséquence de l'abaissement permanent du coût du travail dans une société capitaliste à l'agonie, d'autres l'ont dit. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, alors, baisse de la part des salaires dans le PIB, licenciement massif, et de ce point de vue-là, effectivement, la défense des retraites est bien un combat de classe, c'est bien capital contre travail. Selon nous, les chiffres montrent également qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans un débat sur un financement autre que la salaire différée. Il suffit d'exiger que ce qui a été payé soit restitué. Et moi, je connais un excellent moyen de taxer le capital, tout en conservant les fondements de la sécurité sociale de 1945, c'est-à-dire la solidarité ouvrière fondée sur le salaire différé, sans introduire une dose de fiscalité qui à terme est mortelle. Eh bien, taxer le capital, chers camarades, augmentons les salaires, augmentons les cotisations patronales, cessons les exonérations patronales, et il n'y a plus de déficit. Pour ce qui concerne le rapprochement public-privé, voulu par le gouvernement et ses complices, tout le monde comprend bien qu'il s'agit de sortir la retraite d'État du budget des fonctionnaires au nom de la réduction des déficits publics. Quant à l'allongement de la durée de cotisation, je crois qu'on arrive là à un point central de la réforme. Parce que exiger le maintien des 60 ans, si parallèlement ça s'accompagne de l'acceptation de l'allongement de la durée des cotisations, je crois qu'il faut être clair, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Et qui peut partir à 60 ans avec 41 et 41,5 et sans doute plus à terme de cotisation, sauf à subir bien évidemment une décote intolérable. Donc de ce point de vue-là, il faut être clair, allonger la durée de cotisation, c'est très clairement renoncer à la retraite à 60 ans. De qui ceux qui acceptent ça tiennent-ils leur mandat, camarades? Et moi, je me félicite, par contre, je me félicite que le texte d'appel à cette réunion soit particulièrement clair sur ce point, refus de tout allongement de la durée des cotisations. On nous parle également de démographie. Je vais citer un article, j'aurais pu en citer des dizaines, un article des Échos du 13 avril. Un extrait, bien sûr. Le chef de l'État entend montrer à ses partenaires européens et aux marchés financiers qu'il s'attaque au problème de la dette. Tant pis, phrase extrêmement importante, tant pis si la retraite ne constitue qu'un aspect partiel du problème, il faut donner un signal et surtout ne pas perdre la note AAA dont bénéficie encore la France sur les marchés. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu ça, il est bien évident que défendre les retraites, ça ne peut pas s'envisager sans rentrer dans le cadre plus général de toutes les attaques du capital contre l'ensemble des acquis ouvriers. Toutes ces mesures ont une seule cible, la classe ouvrière, celle qui produit des richesses. Elles ont un seul bénéficiaire, les marchés, terme pudique pour désigner la classe des exploiteurs, des banquiers, des spéculateurs, des multinationales. Le gouvernement ne s'en cache pas. Après avoir déversé 452 milliards d'euros d'argent public, comme il a été dit, pour enflouer les banques, le 31 mai, il accorde un prêt de 100 milliards d'euros à un fonds de garantie pour le sauvetage de l'euro, pour la stabilité, pardon, je reviens même, pour la stabilité de l'euro, et bien évidemment pour refinancer les États en difficulté, autrement dit pour qu'ils s'assument leurs dettes envers les marchés. Et tout à fait logiquement, dans la foulée, on nous annonce un plan d'économie de 100 milliards d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire économies donc, qui vont bien évidemment se faire sur les dépenses publiques, sur les salaires et sur l'ensemble des droits ouvriers. Est-ce qu'il est question de démographie là-dedans, camarades? Pas du tout. Les marchés commandent, les agences de notation commandent, et les gouvernements de l'Union européenne, quelle que soit leur couleur politique, s'exécutent. C'est-à-dire font payer aux travailleurs une dette qui n'est pas la leur. Et pour une raison très simple. Pour une raison très simple, c'est que s'attaquer au système de répartition, c'est le leitmotiv des exigences de l'Union européenne depuis des années. Et c'est donc pour satisfaire à ces exigences, pour amener le déficit des 8% sous la barre des 3%, qu'il faut casser les retraites, qu'il faut réduire les dépenses publiques, ce qui veut dire moins de profs, moins de surveillants dans les collèges, moins de personnel hospitalier, qu'il faut tailler dans le budget des collectivités locales, ce qui veut dire privatisation des services municipaux, ce qui veut dire tailler dans les effectifs de la fonction publique territoriale, qu'il faut dérembourser les médicaments, puisque l'argent, depuis Maastricht, les cotisations de la Sécu font partie des dépenses publiques. Camarades, lorsque l'article des Échos parle d'un aspect partiel du problème, les voilà tous les autres aspects.
Est-ce qu'il y a quelque chose à discuter là-dedans? Il n'y a rien à discuter. Qu'est-ce qui va rester de ce pays si, pour respecter les exigences de l'Union européenne, il est interdit de prendre la moindre mesure pour garantir l'emploi? La moindre mesure pour la nationalisation des chantiers de Saint-Nazaire, d'Airbus, seule mesure capable de sauver ces entreprises, pour interdire les licenciements. Il reste, et de ce point de vue-là, la jeunesse qui, effectivement, parfois a un petit peu de mal à se sentir concernée, elle est frappée de plein fouet par toutes ces mesures. La stabilité de l'euro, c'est l'objectif commun des gouvernements de l'Union européenne, de droite comme de gauche. De ce point de vue-là, camarades, entre une soumission de droite à une directive européenne et une soumission de gauche, il y a autant de différences qu'entre une austérité de droite et une austérité de gauche. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est le peuple qui trinque. Et de ce point de vue-là, moi, il me semble que la défense des retraites définit finalement la frontière entre ceux qui, fidèles aux racines historiques même du terme de gauche, datant de la Révolution française, revendiquent la souveraineté du peuple, revendiquent le respect du nom du 29 mai 2005, bafoué de manière scandaleuse par la ratification du traité de Lisbonne, et tous les autres, qui, quelle que soit leur couleur politique, parce qu'ils se feront le relais de la politique de l'Union européenne, ne peuvent faire qu'une chose, s'attaquer à tous les acquis ouvriers. Alors comment gagner? Parce que c'est ça la question. Le constat c'est bien beau, mais comment gagner? Camarades, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il y a au moins une chose qu'on peut faire, c'est tirer les leçons du passé. Est-ce qu'on se laisse balader de table ronde en table ronde, d'états généraux en états généraux, de votation citoyenne en votation citoyenne avec les résultats qu'on sait pour la Poste? Est-ce qu'on manifeste une fois par mois avec des organisations qui ouvertement appellent à l'allongement de la durée de cotisation? Ou est-ce qu'on se souvient qu'il n'y a pas un exemple dans l'histoire où un gouvernement reculé sans qu'il ait la grève unissant dans une même force au travers du public et du privé? Un sondage du Parisien disait il y a 10 jours que 67% des Français pensent que la seule chose qui pourra faire reculer le gouvernement, c'est la grève. Dans ces conditions, légitime serait l'appel des organisations syndicales UDI à la grève interprofessionnelle pour exiger le retrait de cette contre-réforme. Et sur le plan politique, il est bien évident que ce n'est pas les partis qui peuvent appeler à la grève. Sur le plan politique, et dans le respect absolu des prérogatives syndicales, respect qui fera que le parti ouvrier indépendant n'appellera pas au 24, pas plus qu'il n'a appelé au 15, pas plus qu'il n'a appelé au 27, mais considère que pour combattre ces réformes, c'est pas une bataille d'amendements, camarades, qu'il faut. C'est pas proposer des contre-projets alternatifs pour une bonne réforme, une sorte de réforme juste, finalement, où patron et ouvrier seraient à accès à égalité. Non. C'est l'accord de tous les partis qui se réclament de la défense des intérêts ouvriers sur une exigence. Retrait. Retrait de cette contre-réforme. Camarades, je me félicite que dans le département de Loire-Atlantique, 10 organisations se sont mis d'accord sur des revendications très claires, et que depuis, de nombreuses ont appelé au retrait de la contre-réforme. Et la question que je pose pour terminer, est-ce qu'il y a une raison, et c'est oui qu'on nous l'explique, est-ce qu'il y a une raison pour ce qui est possible en Loire-Atlantique ne soit pas possible nationalement? En tout cas, c'est le sens de la proposition que le Parti ouvrier indépendant fera le 30 juin, pour que toutes les organisations ici présentes s'adressent à leur direction nationale pour qu'elles reprennent l'exigence qui monte dans ce pays, celle de retrait. Merci.